Eh bien, mon cher ami, je vous remercie d'être venu ce soir assister à cette nouvelle conférence organisée par les amis franciliens de Synthèse Nationale. Et malgré le temps, malgré la neige, malgré le froid, la tourmente, enfin bref, tout ce qu'on peut imaginer, c'est très bien d'être venu. On n'est pas très très nombreux, certes, mais ça va se remplir, j'en suis persuadé. Et surtout, je voudrais remercier François Bousquet, qui était très occupé aujourd'hui, puisqu'il vient nous parler de la nouvelle librairie. Et justement, aujourd'hui, la nouvelle librairie était aussi un des points de rendez-vous de notre famille, puisque le prix littéraire, on peut appeler ça comme ça, appelons ça comme ça, le prix littéraire du quotidien Présent et du journal, enfin de la revue Livre Arbitre, était décerné ce soir à Jean-Marie Le Pen, donc dans les locaux de la nouvelle librairie. Et il y avait beaucoup de monde, et quelques amis d'ailleurs nous ont dit qu'ils allaient nous rejoindre, donc je pense qu'on va pas tarder à les voir arriver. François, donc merci d'être venu, mais tout d'abord, je vous donne quelques informations sur Synthèse Nationale. Donc le nouveau numéro de Synthèse Nationale est sorti il y a quelques semaines. Je pense que ceux qui sont abonnés l'ont reçu. Ceux qui ne sont pas abonnés peuvent évidemment s'abonner, bien sûr. Et nous allons sortir dans les jours qui viennent un numéro hors série consacré aux Gilets jaunes, qui est un numéro de 130 pages, je crois 120 ou 130 pages, avec de nombreuses contributions. Et ce numéro va sortir dans les 8-10 jours qui viennent. Donc vous serez tenu informé évidemment par le site et par les différents moyens habituels, par Radio Liberté, par tous les moyens habituels donc pour ça. Donc de la sortie de ce numéro qui est destiné à être diffusé auprès des Gilets jaunes. Sachant que dans la crise actuelle, nous pensons qu'il est peut-être temps de donner une petite consistance politique à certaines revendications, certes tout à fait légitimes, mais qui ont besoin d'être appuyées à un niveau plus politique, et c'est ce que nous allons essayer de faire par l'intermédiaire de cette revue. Alors, je ne sais pas si on en diffusera à tout le monde, c'est clair, mais enfin en tout cas, nous on fait ce que l'on peut, et si on peut le diffuser à un certain nombre d'entre eux, eh bien ça sera déjà une bonne chose, et on espère que ça aura des répercussions. Mais tout d'abord, je vais passer donc la parole à Hugues Bouchu, qui est l'organisateur de cette réunion, et notre sympathique délégué local des Amis de Synthèse Nationale. Voilà, Hugues. Merci Roland. J'ai tenu effectivement avec Roland à proposer à François Bousquet d'animer cette conférence. Comme vous le savez, il est directeur de la revue Éléments et directeur de la nouvelle librairie située devant le jardin du Luxembourg, non loin du quartier latin. Alors, l'existence de cette nouvelle librairie est à elle seule une véritable reconquête culturelle, métapolitique, sur le territoire de l'extrême gauche. Il faut se rappeler que les chiens de garde de l'extrême gauche, qu'on appelle maintenant la gauche radicale, tiennent le haut du pavé depuis 1968 et nous narguent dans une joute permanente sous diverses formes et moyens de communication médiatique universitaire. Si le pouvoir, c'est la parole, et donc le discours dans sa définition philosophique, et si la souveraineté se fonde sur la parole, il nous faut dénoncer l'offensive d'un pouvoir usurpateur qui est au-dessus d'un pouvoir légitime, celui des peuples, et donc de leur identité. Face aux ostracismes hystérisés et autres fantasmes de l'extrême gauche, nous devons œuvrer à la reconquête de nos réflexions en profondeur, loin des facilités de l'Internet. Pour cela, il y a un seul outil, ça s'appelle le livre. Dominique Vénère disait « Il faut réveiller la conscience de nous autres Européens », sans pour autant mettre de côté l'activisme militant. Ma préférence va plutôt vers la métapolitique. Quelqu'un a dit « Toute exaspération de rue a souvent un destin de caniveau. Être dans le vent, c'est terminer comme une feuille morte. » Je crois que c'est Philippe Séguin qui disait ça. La métapolitique est trop présente dans la stratégie et la tactique de l'extrême gauche, mais aussi chez une certaine communauté religieuse, pour ne pas la citer. Tisser sa toile comme une mérule et se rendre tranquillement visible pour habituer le quotidien dans nos décors. Les fondations de la métapolitique ont besoin d'une logiciel, c'est-à-dire le réveil identitaire des peuples européens. Au vu des récentes agressions à l'encontre de François Bousquet et de la Nouvelle Librairie,
Il est bien malheureux de constater que les libertés d'expression et d'opinion soient obligées de se sécuriser. Malgré tout, nous devons rendre à nos valeurs et à nos combats une visibilité déculpabilisée et émancipée des regards inquisiteurs des médias officiels et de leurs valets intellectuels ou universitaires. À mes yeux, François Bousquet est un véritable coup de gueule devant les trabants du système, troublé, outré, menaçant d'un suicide social à notre encontre. Intimidation, dénonciation, condamnation et interdiction de nos livres, de nos publications, de nos chaînes de radio ou de télé, TV Liberté, Radio Courtoisie, mais aussi de nos librairies maintenant et autres lieux associatifs. Nous le savons, ce n'est pas un secret, sinon pour les polichinelles bisounours, l'extrême gauche a besoin de simulacres pour se trouver une légitimité d'existence. La nouvelle librairie est aussi une nouvelle cible de choix pour les bien-pensants et autres antifas. Elle est un enjeu symbolique, un contre-pouvoir pour le politiquement correct. Je tiens donc bien sincèrement à remercier François Bousquet pour sa résistance culturelle au nom de nos libertés de pensée et de parole contre la désinformation et le formatage de nos consciences. Je laisse donc la parole maintenant à François. Excusez-moi. On n'a pas défini le format de l'intervention, donc ce n'est pas de l'improvisation, elle a été préparée. Ce sera un exposé en deux parties. Avant de parler de la librairie à proprement parler, ce sera en quelque sorte les travaux pratiques. J'aimerais, pour planter le décor, revenir sur la question du combat culturel, de la guerre culturelle. Donc ce sera la première partie qui sera un peu théorique, hein. Et la deuxième partie sera pratique, puisque ce sera la librairie est une des déclinaisons pratiques, hein, de ce combat culturel qui est vital pour nous. Alors il faut s'interroger en amont sur ce qu'est le pouvoir. Le vrai pouvoir, c'est quoi le vrai pouvoir? Le pouvoir au-dessus du pouvoir, le pouvoir qui est authentique, hein. Le pouvoir de parler en chair, hein, le pouvoir de parler sur la montagne. Vous conviendrez que ce pouvoir-là, c'est le pouvoir de l'autorité religieuse, hein, de l'autorité morale, de l'autorité spirituelle. C'est Moïse sur le Sinaï, c'est ça le vrai pouvoir, hein. Le pouvoir authentique est là. Michel Foucault, quand il a commencé sa première leçon, sa leçon inaugurale, et Dieu sait si c'est un ennemi, Michel Foucault, sa leçon inaugurale au Collège de France, l'a intitulée « L'ordre du discours ». Et qu'est-ce que Michel Foucault entendait par cette notion de son cours inaugural au Collège de France, qui va être suivi par des centaines de milliers de gens via ses livres, hein. Il voulait dire par l'ordre du discours ce par quoi les sociétés s'efforcent de produire et surtout de contrôler les représentations du monde et les croyances collectives, hein. Et c'est là qu'est la vraie souveraineté, c'est là qu'est le vrai pouvoir. Autrement dit, le pouvoir, hein, le pouvoir auquel on aspire, c'est celui qui dit là est le bien, là est le beau, là est le vrai. Quand bien même ce beau il est, quand bien même ce vrai est faux, et quand bien même ce bien est mal, hein. Autrement dit encore, le vrai pouvoir, c'est la production et le contrôle de la parole autorisée. C'est-à-dire, le vrai pouvoir, c'est la délimitation de l'interdit. Si vous avez la capacité à dire ça, c'est possible, et ça ne l'est pas, ça fait que vous avez vraiment le vrai pouvoir. Vous êtes vraiment à la source du pouvoir. Autrement dit encore, le pouvoir, c'est celui qui arrive à discriminer le totem et le tabou. C'est-à-dire, à dire là, c'est un ensemble de prescriptions qui sont impérieuses, que vous devez donc accomplir. Et là, il y a un ensemble de proscriptions qui sont inviolables. Si jamais vous les violez, ces proscriptions, vous êtes redevable des tribunaux. J'allais dire des tribunaux ecclésiastiques, sans aucun anticléricalisme de ma part. Mais c'est pour vous montrer à quel point le vrai pouvoir est d'une autre nature que le pouvoir qu'on croit être la chose politique, hein. Alors certes, vous me direz que ce pouvoir spirituel, encore qui relève de l'esprit, étymologiquement, c'est ça, le pouvoir de l'esprit, aujourd'hui n'est plus authentiquement spirituel comme il a pu l'être au Moyen-Âge, quand le spirituel commandait au temporel, hein. Je vous le concède, hein.
Alors ce pouvoir-là, c'est un sous-produit de religieux, mais on a pris l'habitude de l'appeler chez les bourdieusiens le pouvoir symbolique, et nous, en tout cas à la Nouvelle Droite, nous l'appelons le pouvoir culturel, parce que nous avons beaucoup lu Gramsci, donc il va être beaucoup question ce soir. Et la personne qui contrôle le pouvoir culturel contrôle vraiment le pouvoir. Et il ne vous a pas échappé que le pouvoir culturel, nous ne le contrôlons pas. Donc nous sommes exactement, en termes sociologiques, des dominés. Nous sommes dominés par une pensée dominante. Et les Américains, dans leur pragmatisme, ont mis au point, en particulier un chercheur américain qui s'appelle Joseph Overton, une image assez très parlante sur ce qu'est le pouvoir. Il faut que vous imaginiez que vous êtes enfermé dans une pièce, dans le noir, et dans cette pièce, il y a une seule fenêtre. Cette fenêtre, ça s'appelle la fenêtre d'Overton. Et cette fenêtre, c'est l'ensemble des croyances qui sont des idées et des opinions qui sont socialement acceptables. C'est-à-dire les croyances que vous pouvez voir sur TF1, sur RTL, dans Le Monde, dans Le Figaro. Et tout le reste, donc l'ensemble des croyances, des idées, des opinions qui sont socialement inacceptables, sont rejetées hors du cadre de la fenêtre. Mais nous dit Overton, qui a conçu ce modèle, le propre de cette fenêtre, c'est qu'elle est amovible, elle est sur glissière, elle coulisse. Ou si vous préférez, une chose qui était proscrite au XIXe siècle, par exemple l'homosexualité, par exemple le divorce, pour partie, est devenu pensable à partir des années 1970. Ça veut dire que ce qui est à une époque donnée socialement acceptable peut très bien, parce qu'il y a une évolution de mœurs, parce qu'il y a du lobbyisme d'activistes, peut devenir socialement acceptable. Et je voudrais vous donner un exemple que j'emprunte à un blogueur russe et qui est très parlant, me semble-t-il, c'est l'exemple du cannibalisme. Comment rendre socialement acceptable la question du cannibalisme? Eh bien, c'est un exercice de style auquel je me livre, mais c'est tout à fait envisageable. Comment vous pourrez rendre acceptable le cannibalisme? Eh bien, vous convoquez toute une série de chercheurs, d'ethnologues de renom, dans un cadre prestigieux, la Sorbonne, l'école des hautes études, et vous les faites parler sur le cannibalisme au XXe siècle. Et on a découvert sur les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée, en Papouasie, des cas de cannibalisme au XXe siècle, dans des populations, des échantillons de populations très très larges. Le colloque est une réussite, vous publiez les actes du colloque dans une maison prestigieuse, donc vous faites d'une pierre deux coups. Non seulement vous donnez une caution savante au cannibalisme, et surtout vous introduisez le diable dans cette chose-là, c'est le diable du relativisme. C'est que cet invariant anthropologique qui est l'interdit de consommer de la viande humaine, en réalité c'est un invariant que dans certaines zones civilisationnelles, il y a d'autres zones qui pratiquent le cannibalisme. Mais ça, c'est la première étape. La deuxième étape, il faut désenclaver cette problématique du cannibalisme. Comment vous faites pour la désenclaver? Eh bien, vous isolez un groupe d'activistes. Ces activistes, ce seront vos futurs lobbyistes, vos futurs publicistes. Ceux qui vont aller porter, qui seront susceptibles de porter la controverse dans l'espace médiatique. Et vous prenez soin de mettre en face de ces activistes une catégorie repoussoire, une catégorie épouvantail. Par exemple, des fascistes, front bas, des gens qui éprouvent l'irrésistible besoin de lever le bras, et qui sont donc mécaniquement caricaturaux. Donc vous avez déjà, quand vous avez cette seconde étape, vous avez la possibilité de créer une polémique médiatique. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'ensuite, pour rendre le cannibalisme socialement acceptable, il faut que la presse s'invite dans la partie. Mais c'est pas compliqué. Philosophie Magazine publie un hors-série, convoque quelques signatures, par exemple André Comte-Sponville, qui est un grand lecteur de Montaigne, et Montaigne a consacré un chapitre fameux dans ses essais à la question du cannibalisme en Amérique latine. Et la prose vagissante, pâle et dépressionnaire de Comte-Sponville vous explique qu'à la lumière de Montaigne, que le cannibalisme a été pratiqué. Dans le même numéro, vous sollicitez Émeric Caron qui vous explique qu'il y a une compatibilité entre le cannibalisme antiraciste et le végétarisme antispéciste. Vous avez ce que Gramsci appelle des intellectuels organiques. Donc une fois que vous avez des intellectuels organiques, vous avez un susceptible de prendre à son compte cette pensée du cannibalisme. À ce moment-là, vous faites valoir le moment est venu de procéder à un travail d'euphémisation lexicale. Vous imposez l'idée que le terme cannibale est discriminant, dépréciatif, et vous proposez une formule beaucoup plus neutre, un signifiant plus neutre, beaucoup moins connoté, c'est l'anthropophagie. Des audacieux avancent même un concept avant-gardiste, l'anthropophilie, l'amour de la viande humaine. Donc vos intellectuels organiques portent le débat sur la place publique. Là, pendant ce temps-là, vous agitez l'épouvantail, donc front bas, le fasciste de service, qui est vraiment le repoussoir, et donc au fur et à mesure, cette fenêtre glisse. C'est-à-dire qu'on passe d'un processus de criminalisation, pardonnez-moi, j'en deviens dyslexique, du cannibalisme à un processus de décriminalisation. Donc cette fenêtre glisse, vous voyez à quel point l'interdit évolue. À ce moment-là, la télé s'invite dans les débats, donc les chaînes d'info continuent,
Elle multiplie les débats tronqués, les reportages tendancieux, elle convoque les sempiternels et inamovibles experts en tout et en rien, qui à la lumière de Lévi-Strauss vous expliquent que le cannibalisme au fond est pratiqué depuis la nuit des temps. Pourquoi pas? Dans le même temps, vous apprenez qu'il y a une vogue un régime amincissant à New York, à Paris, à Tokyo, à base de protéines humaines, qui est la dernière mode chez les stars de Hollywood. Les scénaristes en mal, des scénaristes en mal d'inspiration convoquent dans leur quota diversité entre un commissaire handicapé, un prêtre pédophile, une femme battue, pardonne-moi Patrick, et un noir multidiscriminé, ils convoquent un transsexuel anthropophage. Là, vous commencez à gagner. Il se trouve qu'à l'Eurovision, une sorte de Conchita Wurst, et ça s'est passé, vous l'avez vu tout récemment, avec Bilal, je ne sais pas trop quoi, qui est une sorte de mutant androgyne, eh bien une sorte de Conchita Wurst sensible à la question du cannibalisme remporte le concours de l'Eurovision. Et puis vous apprenez que Michael Jackson, que le pape François, que Léonard de Vinci, que Georges Clooney au fond sont cannibales. Et vous apprenez même qu'il y a une corrélation entre un niveau de QI élevé, c'est-à-dire de la consommation de protéines humaines, et des QI élevés. Donc en quelque sorte, dans un cas de figure qui est inenvisageable, mais vous voyez comment on procède. Comment procède cette fenêtre d'Overton. Elle est assez séduisante, parce que je ne peux pas la dessiner devant vous. Mais elle permet de glisser de l'interdit absolu au toléré, du toléré à l'accepter, et de l'accepter au recommandé. Et le recommandé, donc, c'est cette fenêtre, c'est le cœur des croyances communément acceptées. C'est ça la fenêtre. Et en fait, la personne qui contrôle cette fenêtre contrôle les esprits. Et vous conviendrez que nous ne la contrôlons pas, cette fenêtre, que nous sommes dominés. Les dominés, c'est nous. Et d'où la question majeure du combat culturel. Et la manière dont le système nous décrit, moi, me semble-t-il, se résume à trois choses. Soit le système nous invisibilise, c'est-à-dire fait de nous des fantômes sociaux, on ne parle pas de nous, c'est la meilleure des formules, c'est la fameuse conjuration du silence. Soit le système nous infériorise, et regardez la manière dont les électeurs du Front National sont présentés. C'est des gens qui ont des CAP, des BEP, et qui sont intellectuellement médiocres. Vous retrouvez la même chose sur Trump, sans parler de Trump lui-même. Et la dernière figure, pour nous écarter, c'est évidemment la diabolisation. Donc c'est inutile de vous faire un dessin. Tout ça pour vous dire, pourquoi ce préambule? Tout ça pour vous dire à quel point la question du combat culturel est centrale. Et quand on parle de combat culturel, il faut évoquer une figure. Cette figure, certains d'entre vous la connaissent, c'est Antonio Gramsci. Gramsci est un communiste italien, un brillant intellectuel. Il est né en 1891 et il est mort dans les prisons mussoliniennes en 1937. Et Gramsci a été le théoricien de ce sport de combat qui est la guerre culturelle et qui est le sujet de mon intervention de ce soir. Alors vous me direz, c'est bien gentil, monsieur Bousquet, la Nouvelle Droite parle depuis 40 ans de combat culturel. Pour quel résultat effectif? Et du reste, aujourd'hui, tout le monde cite Gramsci. Pour mémoire, Nicolas Sarkozy s'est réclamé d'Antonio Gramsci. Pour mémoire, le Cambadélis s'est réclamé de Gramsci. Et ne parlons pas des Insoumis. Donc tout le monde se réclame de Gramsci. C'est peut-être un produit dévalué, mais je ne crois pas. C'est un prodigieux accélérateur, je vous le recommande. Il y a ces cahiers de prison, ils font 2000 pages. Le langage est crypté, donc c'est difficilement accessible. Mais cela étant, il y a plein de florilèges, et c'est un esprit vraiment génial. Et il faut qu'on se serve de Gramsci comme les gauchistes se servent de Carl Schmitt. C'est vraiment un accélérateur pour nous. Il faut même aller au-delà. Moi, je le considère comme une prise de guerre, Gramsci. Merci Roland. Une prise de guerre, et c'est dans l'esprit selon les principes de ce que j'ai développé devant vous ce soir. Et ces principes, c'est pas la guerre culturelle, c'est la guérilla culturelle. Alors pourquoi je tiens à parler de guérilla culturelle plutôt que de guerre culturelle? Parce que dans la configuration qui est la nôtre, la guerre ne fonctionne pas. Si nous faisons la guerre avec le système, nous serons battus d'avance. Il y a une formule guerrière en stratégie militaire qui nous convient parfaitement, c'est ce qu'on appelle en termes de stratégie militaire, c'est les guerres asymétriques. Ce qu'on appelait autrefois les guerres irrégulières. C'est quoi une guerre asymétrique? Et c'est l'art de la guerre, ou pour ce qui me concerne, l'art de la guérilla culturelle. Une guerre asymétrique, c'est une guerre du faible au fort, du dominé au dominant. Grâce à la guerre asymétrique, vous avez le moyen de corriger le déséquilibre des forces. Vous conviendrez comme moi que si jamais nous affrontons le système frontalement, dans un combat loyal, d'égal à égal, ce qu'on appelait autrefois un combat singulier, ou en tout cas une guerre sur un théâtre conventionnel, nous serions vitrifiés dans la seconde qui suit. Il y a un tel décalage.
il y a un tel décalage de force, il y a une telle disproportion de force en termes d'argent, en termes de ressources humaines entre eux et nous. Donc nous sommes battus si nous voulons nous égal avec les chaînes du TNT, avec ce que Gramsci appelait la société civile. Il n'y a absolument aucune chance que nous puissions gagner cette guerre. Donc nous devons inventer une autre stratégie. Cette autre stratégie, me semble-t-il, je suis affirmatif, mais on en parlera après, c'est donc la guerre asymétrique. C'est la guerre donc du faible au fort. En fait, c'est la guerre de David contre Goliath. Et j'ai parlé des Américains, et je vais en reparler. Les Américains adorent, vous savez, les livres Guinness, des records, ils adorent faire des calculs, ils adorent compiler à partir de leur moteur de recherche, leurs algorithmes, à partir d'Internet, quel est l'auteur le plus lu, etc. Et ils se sont amusés à recenser toutes les guerres dissymétriques, donc les guerres qui ont un déséquilibre de force, sur 2500 ans d'histoire. C'est donc des Grecs jusqu'à nous. Et tenez-vous bien, le résultat est très intéressant pour nous. Quand David adopte la stratégie de Goliath, c'est-à-dire quand David se bat sur un théâtre conventionnel, loyalement avec Goliath, il y a un tel déséquilibre des forces que David perd 2 fois sur 3. Cela étant, il gagne malgré tout 1 fois sur 3. Mais les Américains se sont rendus compte que lorsque David recourt à des armes non conventionnelles, donc des armes asymétriques, donc les armes de David, du David biblique, le petit gagne 2 fois contre le gros. Donc c'est une stratégie qui est très intéressante pour nous, c'est donc la stratégie de la guérilla culturelle, ce que Carl Schmitt, qui est un des grands penseurs du politique, appelait dans sa théorie du partisan, à laquelle il nous invitait de recourir, appelait donc cette théorie du partisan. Donc pourquoi cette guerre asymétrique? Parce que Gramsci, alors je m'attarde un peu sur Gramsci parce qu'il est assez intéressant. Gramsci s'est interrogé sur l'échec de la révolution communiste en Italie, dans la péninsule italienne. Pourquoi le communisme a pris en Russie et il n'a pas pris en Italie, n'a pas pris, alors qu'il y avait des conditions pour qu'il prenne, en Allemagne ou en France. Et Gramsci en arrive à la conclusion suivante. Le communisme s'est imposé aussi facilement en Russie, c'est parce qu'en Russie, il n'y avait pas de société civile. Et Gramsci, quand il parle de société civile, il parle des corps intermédiaires, il parle des églises, et non pas de l'église orthodoxe, il parle des partis, des syndicats, il parle de la bourgeoisie. En réalité, il n'y avait donc aucun obstacle entre les bolcheviks et le pouvoir. Il a suffi aux bolcheviks de prendre les grands lieux stratégiques. Ceux d'entre vous que je vous le recommande, le livre génial de Malaparte, La technique du coup d'État, Malaparte rapporte ça magnifiquement, pour le cas italien du reste également. Mais ça a échoué en Italie, ça a échoué en France, parce que entre les communistes et le pouvoir, il y avait ce que Gramsci, il y avait un obstacle. Cet obstacle, c'était la société civile, donc c'est un corps mou, c'est tout ce qui ne relève pas directement de l'État. En gros, c'est plutôt la bourgeoisie progressiste et avancée pour ce qui nous concerne. Et donc Gramsci est en arrivé à dire que pour obtenir le pouvoir, il faut convaincre cette société civile. Et on le convainc précisément par cette question du combat culturel. Et pour ce qui nous concerne, par une lecture asymétrique du combat que nous devons mener. Alors c'est quoi l'asymétrie? Quand on lit Carl Schmitt, l'asymétrie c'est le partisan. C'est parfois le terroriste, mais c'est d'abord le partisan, et le partisan, il recourt à la guerre d'usure, il recourt à la guerre de subversion, il recourt à des formes non conventionnelles, à la furtivité, à la ruse, bien sûr, et pour ce qui nous concerne, à l'inventivité. C'est le premier chapitre que nous devons développer, me semble-t-il, nous devons être de plus en plus inventifs pour porter cette guerre culturelle au cœur du système. Gramsci s'est intéressé absolument à tous les chapitres de la pensée italienne quand il était en prison. Il s'est intéressé non seulement à la culture savante, tu évoquais les livres, il faut qu'on s'intéresse aux livres, mais nous devons également ne pas négliger la culture populaire, parce que la culture populaire et la culture de masse, c'est un vecteur pour toucher les foules, pour toucher le grand nombre. Et Gramsci s'est intéressé au folklore, s'est intéressé aux romans populaires, aux feuilletons, et nous devons nous faire la même chose. J'en parle d'autant plus difficilement, pour ainsi dire, c'est que je suis libraire et journaliste, donc je ne suis pas un spécialiste des réseaux sociaux, mais nous devons investir les réseaux sociaux, nous devons investir la bande dessinée, si nous retenons bien la leçon de Gramsci, nous devons investir tout ce que font les youtubeurs, qui empilent un nombre de vues absolument vertigineux sur Internet, donc nous inspirer de ce que font en particulier les jeunes, les fameux mèmes, donc détourner, c'est du détournement, on est au cœur de la subversion avec les mèmes. C'est quoi un mème? C'est que vous détournez la culture dominante, une image de Nicolas Sarkozy, vous lui mettez un nez rouge, et puis après vous avez un contenu viral sur Internet. C'est ça un mème. Donc nous devons nous inspirer de ça, me semble-t-il. Et surtout, la très grande leçon sur l'asymétrie, j'ai travaillé sur Michel Foucault, c'est notre adversaire principal qui nous l'a délivré.
Notre adversaire principal, c'est les minorités, me semble-t-il, quelles qu'elles soient. Minorité ethnique, minorité religieuse, minorité sexuelle. Hein. Et comment les minorités ont pris le pouvoir ces 50 dernières années? Elles ont pris le pouvoir, les minorités, parce qu'elles ont multiplié ce que Michel Foucault a appelé les luttes transversales. Et une lutte transversale, on est au cœur de l'asymétrie. L'asymétrie, je vous le rappelle, c'est du faible au fort. Chez les minoritaires, c'est du minoritaire au majoritaire. Hein. Et si vous remarquez ce qui s'est produit en 40-50 ans, le minoritaire qui n'avait pas le droit de citer, le référent minoritaire qui n'avait pas le droit de citer dans les syndicats, dans les églises, dans les partis, donc ça servait à rien pour le minoritaire de militer à la CGT, à AFO, à la CFTC, peu importe. Hein. Ça servait à rien aux minoritaires d'investir. Oui, bien sûr. Oui. Ça servait à rien aux minoritaires d'investir une église ou un parti. Il était de fait minoritaire, donc sa voix n'avait pas au chapitre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Foucault va théoriser ce qu'il a appelé les nouveaux mouvements sociaux. Et les nouveaux mouvements sociaux, si vous regardez sur ces 40 dernières années, c'est tout le travail des associations, c'est le travail des lobbyistes. Hein. Qu'est-ce qu'ont fait les gens comme SOS Racisme? C'est très peu nombreux. Vous savez combien il y a de militants femmes au niveau mondial? Hein. Il y a 200 militants femmes au niveau mondial. Hein. Vous savez-vous combien il y a de militants encartés il y a quelques années à oser le féminisme? Ils sont 2 à 3 000. C'est donc dérisoire, c'est epsilonesque. Hein. Donc le minoritaire est parvenu à imposer, à travers un travail de suggestion, de pression psychologique, de lobbying, hein, à imposer ces thèmes. Hein. Et donc hier, c'était tous les mouvements des sans papier, sans logement. Aujourd'hui, c'est tout le mouvement, on pourrait dire, des no. C'est tous les no-borders. Hein. Si vous regardez les no-borders, alors évidemment, ils sont financés par Soros et des fondations, il y a beaucoup d'argent, bien sûr, certes. Hein. Pour autant, ils sont très peu nombreux. C'est dérisoire. Hein. Donc ça veut dire que la configuration asymétrique correspond parfaitement à notre temps. Ça veut dire que dans une configuration asymétrique, hein, ce qui compte, c'est pas le nombre. Hein. On s'en fout du nombre. Hein. Ce qui compte, c'est la mobilité. Donc nous devons repenser la mobilité. Et j'ai toujours en tête le mot de Staline, que Staline adresse à l'Église catholique hein, et à la curie romaine. Hein. C'est le Vatican, combien de divisions? Eh bien, dans un contexte de guerre asymétrique, combien de divisions ne comptent pas pour nous? Ce qui compte, c'est combien de commandos. Combien de commandos sommes-nous susceptibles de développer sur tous les théâtres d'opération que nous voulons investir, c'est-à-dire l'université, c'est-à-dire la presse, hein, c'est-à-dire la vidéo. Et pour ce qui nous concerne, c'est donc le sujet qui m'a conduit et qui me conduit vers vous ce soir, c'est aussi donc la librairie. Donc ça, c'est la deuxième partie de mon intervention. Et la librairie s'inspire un petit peu de la présentation que je viens de vous faire. On a monté la librairie, moi je suis la seule personne qui apparaît dans la librairie. Mais nous sommes 3 derrière le projet, donc il y a 2 autres personnes qui n'apparaissent pas. Et en réalité, on peut dire qu'on a fait une librairie sur un modèle de start-up. Mais comme je ne suis pas un macronien, je ne vais pas évoquer devant vous le schéma de la start-up. Mais la start-up, c'est une capacité à lever rapidement de l'argent et à mener une guerre éclair. C'est ça une start-up. Le start-up, c'est un blitzkrieg, blitzkrieg économique. C'est-à-dire qu'en quelques semaines, vous levez de gros fonds et vous montez une structure qui est très souple hein, et qui vous permet de répondre au paysage liquide hein, et liquéfié qui est le nôtre. Hein. Et donc nous, on n'a pas fait une start-up, on a fait un commando à 3 et on a monté cette librairie en 2 à 3 mois sur cette base de la guerre asymétrique. Hein. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, il se trouvait que, alors ça a entraîné, peut-être certains d'entre vous l'ont suivi, des grésillements, des fritures entre l'ancien libraire d'Emmanuel Ratier et nous, Vincent en l'occurrence. Hein. Mais il se trouvait que la librairie d'Emmanuel, Facta, était appelée à fermer parce qu'il y avait un triplement du loyer. Donc la fermeture de la librairie d'Emmanuel, qui avait survécu à son décès, 3 ans, était condamnée à la fin septembre 2018. Hein. Donc ça a été un des phénomènes qui a permis, qui nous a amené à nous pencher sur cette question, comment offrir une nouvelle offre éditoriale après la fermeture de Facta. Mais donc je vais rentrer dans le sujet sur ce schéma commando. Si vous regardez, il faut qu'on s'inspire de nos traditions historiques. Qu'au fond, les Italiens, ils créent la Casa Pound. Hein. Alors ceux d'entre vous qui connaissent la Casa Pound, c'est un squat au départ, la Casa Pound. Hein. Je vous laisse imaginer les réactions de l'ultra-gauche si nous, Parisiens, enfin je ne suis pas parisien, mais si les Parisiens squattaient, les Parisiens, je m'entends, des droites radicales, hein, squattaient un immeuble à Paris. Dans l'heure qui suit, il serait dégagé par la police, mais même avant la police, il serait dégagé par les antifas. Donc c'est... Ouais, à Lyon, on le voit à Strasbourg, mais même dans les locaux. Mais là, c'est même pas du squat. Je veux dire, ils payent. Hein, mais moi, je parle de... Ouais.
Le bastion social. Nous, on peut pas le... Parce que c'est ainsi. Les Italiens ont une tradition, en tout cas, qui séduit les jeunes. Hein. La tradition... c'est la tradition mussolinienne, ça séduit les jeunes. C'est que c'est rock'n'roll. Voilà. On n'a pas d'équivalent. Donc, ouais. Mais c'est ce que je veux, précisément, c'est ce que je veux dire. C'est que vous voulez séduire des jeunes, par exemple, c'est un peu un des objectifs de la librairie. Moi, je suis basculé de l'autre côté du miroir, mais je rentre dans les âges où il faut transmettre le témoin, donc et le transmettre bien sûr à des jeunes. Hein. On n'a pas la possibilité, nous Français, de squatter un immeuble qui a pignon sur rue pour faire du militantisme, faire du combat culturel, comme Hugues Bouchou l'a rappelé, pour faire de la métapolitique. On ne peut pas le faire, hein. C'est-à-dire qu'on sauterait, c'est déjà le cas. Donc faisons ce que c'est, donc je vous explique la démarche qui a été la nôtre. Hein. Faisons ce que nous savons faire. Hein. Et qu'est-ce que nous savons faire, nous Français et nous Parisiens en particulier, c'est du combat intellectuel. C'est-à-dire que la ville au monde où il y a le plus de libraires, c'est Paris. Paris reste la ville au monde où il y a le plus de libraires. Et le quartier latin reste la plus forte densité au monde de librairies. On ne trouve nulle part ailleurs autant de librairies qu'au quartier latin. Or, nous identitaires, je me reconnais comme identitaire, et les gens qui ont monté la librairie également, nous identitaires sommes absents. Comme Hugues l'a rappelé, nous sommes absents, nous avons déserté depuis 68. Hein. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas 1945 qui nous a chassés de la rue. La table ronde est là dans les années 50. Hein. Vous avez tous les anards de droite. Hein. Les anards de droite ont investi le quartier latin. Ils sont dans les bars. Hein. Non, c'est 68. Vraiment la date fatidique pour nous. Il ne faut pas se laisser enfermer, je crois, dans la case 40-45. La date fatidique, c'est 68. En 68, on intériorise une défaite culturelle. Hein. C'est-à-dire qu'on intériorise les stratégies d'invisibilisation que j'évoquais, que nos adversaires nous ont imposées. Et ça veut dire quoi, ces stratégies d'invisibilisation? Ça veut dire faire une librairie dans une cave, au fin fond je suis en Bourgogne, de Lyon. Hein. Donc nous ne sommes plus visibles socialement. Donc ça nous a bien guidés, ces deux choses nous ont beaucoup guidés. C'est la librairie, il y a une tradition éditoriale en France hein, très forte, hein, moins forte qu'en Allemagne, etc. Et ne parlons pas des pays anglo-saxons, mais il y a une tradition de librairie physique hein, qui est très forte chez nous, avec de petits libraires de 50, 100 mètres carrés. C'est une exception française. Hein. Donc ça, inspirons-nous de ça et essayons d'isoler quel est le quartier qui symbolise le pouvoir intellectuel. Eh bien, le quartier qui symbolise le pouvoir intellectuel, c'est le quartier latin. Ne nous en déplaise. Hein. Je ne suis pas né dans le quartier latin et je vis en Bourgogne. Hein, et je suis devenu un néo-bourguignon. Pour autant, je sais que moi, bourguignon, je sais que le pouvoir intellectuel, hein, que je regarde comme un provincial, hein, est concentré dans un périmètre germano-pratin, 5e et 6e arrondissement. Or, ces 5e et 6e arrondissements, nous les avons désertés depuis 50 ans. Or, la guerre culturelle, c'est aussi une guerre des images. La guerre culturelle, c'est aussi une guerre des symboles. Hein. C'est aussi une guerre des signes. Hein. C'est-à-dire que si on veut imposer nos idées, il faut d'abord les afficher. Et donc il nous a semblé important, quitte à payer un loyer hors de prix, je ne vais pas vous dire le loyer, en tout cas, on peut en parler hors micro, mais le loyer évidemment, est évidemment très très lourd dans cette rue Médicis, qui est une rue magnifique, hein, où il y a 6 libraires, c'est des libraires anciens bien sûr, hein, qui ne génèrent pas le même chiffre d'affaires que nous, mais il était vital pour nous de réinvestir, de nous réafficher dans ce quartier latin, qui est un quartier que nous avons occupé pendant des années, parce qu'il s'est trouvé que ça a été nous, quand on a identifié ce 11 rue Médicis, nous on pensait que c'était simplement le lieu de l'ancienne librairie Corti, qui est juste à côté, mais c'est le même numéro, qui était une librairie mythique. Corti, c'est un grand éditeur universitaire. Je ne veux pas dire que c'est un réactionnaire, hein, mais ses goûts littéraires le portaient vers des auteurs réactionnaires, puisque c'était l'éditeur de Julien Gracq. Hein. Donc vous vous rendez compte, il a été un des éditeurs d'un des plus grands auteurs français de l'après-guerre, Julien Gracq. Hein. Donc on était, nous, très fiers d'être à côté de Corti. Mais en s'installant, on s'est rendu compte que il y a un siècle, cette librairie était qu'on appelle la nouvelle librairie, était la librairie d'Action française, hein, au même lieu, au même endroit. Il y a un siècle, c'était la nouvelle librairie nationale, qui était la maison d'édition de l'Action française. Hein. Et il y a un fonds prodigieux au 11 rue Médicis. Hein. Il y a du Maurras, bien sûr, il y a du Daudet, il y a du Bainville, il y a 10 autres auteurs hein, publiés par cette maison. Et vous voyez, nouvelle librairie nationale, 11 rue Médicis. Hein. Donc nous avons été présents. Nous avons été visibles. Hein. Ce quartier nous appartient.
nous avons des droits à faire valoir sur ce quartier-là. Or, depuis 50 ans, nous avions fini par l'oublier. J'en suis venu à dire que pour nous, ça n'est pas une ZAD, hein, vous savez, donc les zones à défendre. Hein. C'est une zone à reprendre, c'est une ZAR pour nous. Le quartier latin, mais comme tout le pouvoir culturel. Hein. Le pouvoir culturel pour nous est une ZAR, c'est une zone à reprendre, à réoccuper, à réinvestir. Hein. On n'a rien à défendre dans cette zone. Puisque nous avons perdu toutes nos positions. Toutes nos positions ont été enfoncées. Si vous regardez, c'est quoi le pouvoir culturel pour nous? Une petite parenthèse. Hein. C'est les médias, c'est la magistrature, c'est la culture, ce que Philippe Murat appelait les artistocrates, hein. C'est l'éducation, c'est l'université. Si vous regardez cet ensemble, hein, donc, qui fonde la société que Gramsci appelait la société civile, hein, nous avons perdu partout. On est toléré, comme sont tolérés, comme sont encouragés, mais par le législateur, les handicapés dans les entreprises. Vous savez vous devez avoir 7% d'handicapés, en fait il y en a 3% dans les entreprises. Nous sommes tolérés dans les médias à la marge, hein, comme caution d'un pluralisme douteux et fictif. Hein. Mais nous n'avons pas droit de citer dans ces médias. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en mesure de transmettre à la jeunesse, en particulier à l'université. L'université est totalement verrouillée. On ne peut plus rien faire à l'université. J'ai écrit sur Foucault, mais il y a deux vaches sacrées, Foucault et Bourdieu. Donc nous avons vraiment perdu ce terrain-là, nous l'avons perdu. Donc je crois qu'il ne faut pas qu'on se réjouisse trop vite hein, en disant, vous vous rappelez, avant l'élection de 2017 de Macron, succès de librairies de Zemmour, de Buisson, de Villiers, etc. On a dit, c'est fait, on a gagné le combat culturel. Non, on l'a pas gagné. On a marqué des pions, on a avancé des pions, on a contribué à dévorer le système, hein, mais nous ne maîtrisons pas cette société civile. Hein. C'est une rente de monopole. Alors il y a une chose qui est très encourageante dans les rentes de monopole, c'est qu'elles sont mortelles, les rentes de monopole. La rente de monopole sur l'institution culturelle, c'est le gauchisme qui l'a, c'est le gauchisme culturel qui a cette rente de monopole. Mais les rentes de monopole, c'est comme les animaux sans prédateurs. Un animal sans prédateur, il est condamné par l'évolution, par l'histoire de l'évolution. Donc ils sont condamnés à se rouiller, à s'éroder, à se crisper, à devenir de plus en plus médiocres, à ne plus rien produire d'intéressant. Ils ne produisent de fait plus rien d'intéressant. Sauf que, bien sûr, ils verrouillent le système. Et quand le temps des théologiens et des philosophes disparaît, évidemment, vient le temps des inquisiteurs et des exorcistes. En face de nous, le gauchisme culturel, c'est un pouvoir d'inquisiteurs et d'exorcistes. Ils n'ont que ça à nous opposer. Donc c'est très encourageant pour nous. Ça veut dire qu'ils sont sur le déclin. Mais comme ils sont sur le déclin, ils se crispent, ils se rigidifient. Ils deviennent hystériques et ils hystérisent le débat. Et donc il y a plein de signaux encourageants qui font que nous sommes, enfin depuis une quinzaine d'années me semble-t-il, hein, on a pu imposer des thèmes dans l'opinion. Ces thèmes, c'est l'identité nationale, c'est la nouvelle vague d'auteurs conservateurs, hein, c'est le mouvement populiste, hein, c'est la démocratie illibérale qui est en train, s'il y a une lumière qui nous vient de l'Est aujourd'hui, comme disait Romain Roland, ben, elle nous vient de Hongrie, elle nous vient de Pologne, hein, avec ses sociétés illibérales. Hein. Donc il y a beaucoup de choses qui jouent en notre faveur. Ne parlons pas des Gilets jaunes, on en parlera peut-être tout à l'heure. Hein. Donc tout ça a guidé ce choix de la librairie. Donc je le redis, c'est à la fois un choix de commando, donc c'est une petite structure hein, avec des jeunes. Hein. Mais il faut que les anciens, nous anciens, soyons là pour les encadrer, pour les encourager, pour leur transmettre le relais, bien sûr. Hein. Ça c'est la structure commando. C'est le choix d'un lieu. Donc je le redis, le pouvoir, c'est aussi des symboles. Hein. Donc c'était le quartier latin. C'est la formule de la librairie parce qu'elle s'inscrit dans les gènes, en tout cas, de l'intellectualisme parisien. Et c'est un autre souci majeur qui a commandé le choix du lieu, de la librairie et des livres qu'on vend essentiellement du neuf. On a 80% de nos ventes, c'est du neuf. On a deux niveaux. Le premier niveau, c'est le rez-de-chaussée, c'est le neuf, et 80% des ventes, c'est le neuf. Et ça correspond à l'esprit qui nous anime au départ. On voulait offrir une sorte d'armature, de vertèbre intellectuelle aux nouvelles générations. Et donc c'est ça le troisième point qui nous a guidés, c'est que la cible qui a été visée, elle n'a pas un pouvoir d'achat colossal, hein, puisque c'est des étudiants de 20 à 25 ans, mais c'était le parti pris qui a guidé la création de cette librairie, c'est offrir à toute cette jeunesse étudiante, et nous sommes au cœur de l'université, il y a Paris 1, Paris 4, hein, il y a Sciences Po qui n'est pas très loin, il y a l'Institut catholique, hein, il y a Assas, hein, il y a tous les normaliens qui sont à 8 ou 900 mètres. Hein. Donc c'est nous adresser à ces jeunes-là. Alors c'est très amusant de les voir le soir, ils prennent des livres de poche à 4,50 € et ils hésitent à l'acheter, puisque pour eux 4,50 €, c'est pas les actifs. Hein. Mais malgré tout, c'est la dimension métapolitique hein, a été centrale dans la création de cette librairie. C'est-à-dire que si on revenait dans le quartier latin, c'était
pour nous adresser aux nouvelles générations qui sont appelées à nous remplacer. Et là aussi, c'est très très encourageant. La démographie est implacable. Elle est implacable, bien sûr, par le grand remplacement, mais elle a par ailleurs des côtés intéressants. C'est que, à la différence de notre génération, alors certes, les jeunes auxquels on s'adresse sont souvent des jeunes très cultivés, puisqu'ils sont les uns normaliens, les autres à Sciences Po ou que sais-je, mais ils ne le sont pas tous. Et ils sont beaucoup moins, nous ne sommes pas inhibés. Mais vous concéderez que nos générations sont totalement inhibées par la Shoah, inhibées par le colonialisme, inhibées par ce genre de choses. Pas nous, qu'on se comprenne. Mais eux sont totalement désinhibés. Ils sont beaucoup plus radicaux que nous. Moi, c'est la chose qui me frappe le plus quand je vois tous ces jeunes débarquer à la librairie. Ils n'ont pas les indulgences que nous avons pu avoir, parce qu'ils ont été confrontés dans la cour d'école au phénomène de l'immigration. Ils ont été confrontés aux raquettes. Nous ne l'avons pas été à tous ces phénomènes-là. Donc leur rapport à l'immigration est autrement radical que le nôtre. Et ces gens-là, donc, je le redis, moi ça me frappe, ça vous frappera peut-être pour ceux d'entre vous, mais chacun d'entre vous est dans mon cas, je pense. J'ai été éditeur avec Patrick dans une autre vie pendant 10 ans, mais ça fait 30 ans désormais que je traîne dans le monde de la culture et le monde d'une culture politisée. Et la plupart d'entre nous sommes des autodidactes. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai des diplômes médiocres, ce qui est là aussi signe très encourageant. Vous n'avez pas idée du nombre de normaliens, d'étudiants d'HEC, de gens de X, de gens de Sciences Po, de doctorants, d'agrégés qui viennent à la librairie. Donc ces gens-là ont entre 20 et 25 ans. Ils ne peuvent pas aujourd'hui s'afficher dans l'institution scolaire ou universitaire, mais dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ils auront le pouvoir, ces gens-là. Donc il y a plein de signaux encourageants, et la librairie a été créée dans cet esprit-là. J'en aurais peut-être... C'est peut-être... Ouais. J'avais d'autres points à évoquer devant vous. Sur la librairie. Oui, donc, ouais, je crois, oui, sur le... Moi, ma tradition est plutôt littéraire. J'étais éditeur à l'Âge d'Homme et libraire pendant 10 ans, avec Patrick Goffman pendant quelques années. Donc, je n'étais pas programmé pour m'investir autant dans la question du militantisme. Mais on est rattrapé par l'histoire et puis on est sommé de s'investir et de s'engager. L'urgence des temps fait que une guerre culturelle, c'est une guerre sur 2 siècles. Pour avoir travaillé avec Patrick Buisson rappelle toujours qu'on coupe la tête du roi il y a 200 ans. Mais pour qu'il y ait une traduction juridique au régicide, il faut attendre 1970. Alors pardonnez-moi mesdames, mais c'est à ce moment-là que l'autorité paternelle a été remise en cause. Et on a substitué d'abord l'autorité maternelle pendant quelques années, avant de mettre en place l'autorité parentale. Tout ça pour vous dire que le meurtre du père, le meurtre du roi, c'est le meurtre du père, c'est ce que disait Balzac dans la Comédie humaine. Pour avoir sa traduction juridique, il faut 2 siècles. Donc c'est tout ça pour vous dire que ce sont des cycles au très long cours. C'est vraiment le temps long de l'histoire. Or nous avons au maximum 25 ans pour des questions migratoires. Et je ne parle pas des autres crises économiques, anthropologiques, civilisationnelles, mais pour nous l'urgence migratoire fait qu'on a... Même pas, Gérard Collomb disait 5 ans. Si vous vous rappelez, quand il a quitté la place Beauvau, il a dit nous avons 5 ans pour renverser le cours des choses. Donc les guerres dont je parle sont des guerres dans le temps long, donc nous devons être redoublés d'efforts, redoublés de courage. J'ai jamais compris pourquoi il y avait autant de vertus cardinales. Pour moi, il n'y en a qu'une seule, c'est le courage. Et le courage nous fait tellement défaut aujourd'hui, c'est le fameux discours de Solzhenitsyn à Harvard, le déclin du courage, qui est le prélude à la fin de tout, à la fin des choses, à la fin des sociétés. Si je vous dis ça, c'est pour essayer au risque de vous donner l'impression de me contredire, c'est que nous devons, alors j'emploie un mot un peu savant, mais il est pas savant, mais prétentieux, mais j'en ai pas d'autre à vous soumettre, c'est que nous devons être performatifs. C'est quoi être performatif? Ça veut dire que c'est les Américains, et en particulier les théoriciens du genre, il faut que nous inspirions, dans la configuration asymétrique, on doit connaître notre ennemi. Si on veut battre notre adversaire, il faut que nous le connaissions. Donc il faut lire Foucault, il faut lire Deleuze, il faut lire Judith Butler, il faut lire tous ces gens-là, tous les gens qui ont le pouvoir aujourd'hui, et qui fait que nous avons eu, il y a 3 jours, un Bilal, je sais pas trop quoi, je le redis, qui est un mutant. Les alchimistes diraient que c'est un produit tératologique. La tératologie, c'est la science des monstres. Donc c'est un monstre. Et on nous présente le monstre comme la normalité. Donc si nous voulons pouvoir déconstruire ça, il faut qu'on lise les déconstructeurs. Il faut qu'on lise les Judith Butler et les autres. Et les théoriciens du genre, Judith Butler a théorisé ce qu'elle appelle la performativité.
Et de fait, hein, ça c'est l'outil du minoritaire, la performative. Ça veut dire que dire les choses, c'est faire. Hein. Donc il a suffi pour eux de dire hein, que la théorie du genre était une réalité, que donc le sexe génital hein, était une foutaise, une fiction, pour que nous atterrions à ce discours. Hein. Si je dis ça, c'est que il faut qu'on soit performatif, hein, il faut qu'on dise, hein, il faut qu'on ne cesse pas, il faut que nous envoyons, c'est ce qu'on essaye de faire à la librairie, et j'en conclurai là-dessus, c'est envoyer des signes positifs, en particulier à la jeunesse. Hein. Ne pas leur dire que tout est perdu. Leur dire que notre destin est tragique, notre sort est tragique, mais depuis la nuit des temps, le sort humain est tragique, hein, sauf pour ceux qui croient. Moi, je suis un chrétien identitaire sans la foi, donc je n'ai pas l'espérance, hein, j'ai pas cette vertu théologale. Hein. Mais je veux dire par là, on ne peut pas leur boucher l'horizon. Et donc, si on est performatif, hein, si on dit que ce que nous faisons porte, hein, et ce que nous faisons porte, hein, assurément porte, je vous le redis, moi je suis sidéré par le nombre de jeunes qui viennent nous voir, hein. Nous leur donnons des raisons d'espérer. Et on doit donner aux jeunes générations qui arrivent des raisons d'espérer, parce que la situation est désespérante, hein, mais on doit leur donner des raisons d'espérer. Et il y en a, Dominique Vénère, que tu évoquais, serait là pour nous rappeler que les accidents, l'histoire n'est pas écrite par avance, hein. Donc on a peu de temps devant nous, mais ce peu de temps occupons-le avec toute notre énergie, tout notre engagement, toute notre vaillance. Hein. Voilà en substance tout ce qui nous a amené à créer cette librairie. Donc avec les personnes qui sont avec moi sont des gens qui ont 25 ans et qui sortent de grandes écoles, hein, qui ne peuvent pas s'afficher mais qui dans 10 ans pourront s'afficher. Et que s'ils s'affichent dans 10 ans, ça voudra dire qu'on aura gagné. Voilà. Mais il y a des raisons d'espérer malgré tout, en dépit de quantité de signaux alarmistes. Il y a des raisons d'espérer et la jeunesse qui arrive nous donne beaucoup de raisons d'espérer. Voilà. Je crois que ça mérite un applaudissement. Eh bien, merci François pour ce message. Il y a beaucoup de raisons d'espérer. Effectivement, tout à l'heure, avant de venir, et peut-être que certains d'entre vous y étaient aussi, je suis passé faire un petit tour à la nouvelle librairie, puisqu'il y avait cette remise de prix dont on parlait tout à l'heure, et j'ai été frappé, parce qu'il y a beaucoup de gens dans la rue qui ne pouvaient pas rentrer. Il y a vraiment une masse de gens qui étaient dehors, qui ne pouvaient pas rentrer dans la librairie, pour des raisons de place, bien sûr. Et j'ai été frappé par le nombre de jeunes qui étaient là. Le nombre de jeunes qui étaient là et qui avaient l'air passionnés, qui avaient l'air vraiment, et j'écoutais un petit peu les conversations des uns des autres, comme ça, en passant, enfin j'entendais plus que j'écoutais. Et c'était vraiment toujours des conversations d'assez haut niveau. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que quand j'entends ça, je me dis, le combat que nous menons tous depuis des années, eh bien ce combat il finit quelque part, peut-être pas par payer, c'est pas le mot, mais enfin en tout cas il finit par avoir apporter ses fruits, c'est ça qui est important. Et ce qui a été fait par la nouvelle librairie, c'est un des aspects évidemment de ce que nous espérons tous, c'est ce que nous avons toujours prôné à Synthèse Nationale, c'est-à-dire de multiplier les pôles de résistance et de multiplier tous ces zones à reconquérir finalement, ces arts, comme tu dis, le terme est très bien. Et ce n'est que comme ça qu'on gagnera. Bon, un succès électoral est toujours encourageant, est toujours formidable, et on est les premiers à en être les plus heureux. Mais ça ne suffit pas, il faut du travail, il faut un travail de fond, il faut un travail d'implantation. Tout à l'heure, je parlais des gilets jaunes, là, du numéro hors série de Synthèse Nationale que nous allons sortir dans les jours qui viennent, qui s'adresse spécialement aux gilets jaunes pour essayer de leur donner une consistance politique à leur combat. Eh bien, tous ces gens, aujourd'hui, va-t-on se plaindre de voir des gens qui défilent dans la rue en chantant la Marseillaise? Alors on peut discuter sur la Marseillaise. Derrière un drapeau bleu-blanc-rouge, on peut discuter sur le drapeau bleu-blanc-rouge. En criant Macron démission. Bon, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était l'International, le drapeau rouge et le fascisme ne passera pas. Bon, voilà. Aujourd'hui, les choses sont un peu différentes. Alors maintenant, il y a tout un travail de formation à faire, il y a tout un travail de politisation à faire de ces gens-là. On l'a vu dans un tout autre domaine, puisque vous le savez, depuis 2 ans, on a engagé un combat qui peut sembler peut-être un petit peu en dehors de nos préoccupations d'aujourd'hui, mais qui est le combat contre les éoliennes, l'implantation d'éoliennes. Nous avons multiplié les réunions grâce à Alban Darguin, notre camarade qui a écrit le bouquin Éoliennes, un scandale d'État, en province, et nous sommes retrouvés dans des communes
petites communes où il y avait des dizaines, voire parfois même des centaines de personnes qui sont venues assister aux conférences que nous organisions, qui étaient des gens qui étaient complètement en dehors du combat, qui ne savaient même pas qui on était d'ailleurs. Et finalement, quand on leur tient le langage, parce qu'au-delà du combat contre les éoliennes, on leur expliquait que derrière, il y avait le mondialisme, derrière, il y avait les lobbies que l'on connaissait bien. Bref, on leur a expliqué tout ça, et ces gens ont accepté ce discours qu'ils n'avaient jamais entendu. Et ça fait partie des choses qui évoluent. Ça fait partie, on peut toucher du monde, on peut amener les gens à penser différemment. Évidemment, je ne parlerai pas du travail extraordinaire qui est réalisé quotidiennement par TV Liberté et par le groupe Liberté, avec aussi Radio Liberté bien sûr, mais surtout par TV Liberté, qui est aussi un moyen de reconquête. Et c'est ça qui est principal aujourd'hui, et c'est pour ça que nous avons de bonnes raisons d'espérer. Voilà. Je reprends. Si tu entraînes une réflexion qui est importante sur les signaux encourageants qui se profilent à l'horizon pour nous. C'est que si vous regardez comment les révolutions se sont produites dans l'histoire, dans les temps modernes, hein, les révolutions au sens politique et scientifique du terme, c'est-à-dire un changement de paradigme, hein, quand vous basculez d'une idéologie à une autre, d'une croyance à une autre, ça s'est toujours fait avec la découverte d'un nouveau média, d'un nouveau support ou d'un nouveau médium. Hein. La Bible, elle circule pas, la Bible, avant Gutenberg. Hein. La Bible, c'est un travail de copiste et d'enlumineur, donc ça veut dire que il y a quelques moines qui peuvent faire circuler la Bible. Hein. Il y a Gutenberg. Hein. Gutenberg, en 5 ans, ils impriment 200 000 Bibles Luther. Hein. Luther s'impose grâce à la découverte d'un nouveau support, d'un nouveau média. C'est la même chose sur les idées des Lumières. Hein. Comment les idées des Lumières, elles s'imposent, hein. Par les gazettes. Hein. Vous avez des gazettes qui sont dans toutes les cours européennes, dans toutes les principautés allemandes, partout. Vous avez des clubs de lecture. Hein. Vous avez des premiers clubs de lecture en France, c'est-à-dire qu'on commence à diffuser des œuvres de Voltaire, des autres, hein, en province. Hein. Et vous avez les salons à Paris. Donc c'est un nouveau médium. Hein. Comment c'est les travaux d'Augustin Cochin. Comment la Révolution gagne la France. Hein. Augustin Cochin, les sociétés de pensée. C'est les sociétés de pensée, vous en avez à Toulon, vous en avez... mais après, il y aura l'école Porteur. Dès le 8e, il y a l'école Porteur. Hein. Donc, il s'est produit des choses fascinantes pour nous. La panique du système sur les fake news, hein, sur les vérités alternatives, etc. C'est que pour la première fois depuis 2 siècles, hein, le système n'a plus le monopole de l'offre en matière d'information. Ils sont en panique complète. Hein. C'est encore plus frappant chez les jeunes. Hein. On s'imagine que les fake news, c'est pour en réalité contrôler l'information. Ce qui les gêne dans les fake news, hein, c'est que les jeunes sont isolés dans une bulle. Hein. Mais cette bulle, elle peut avoir 1 million de followers, de suiveurs. Hein. Mais ils ne s'informent que là-dedans, que dans cette niche. Hein. Elle n'est pas très large, cette niche. Hein. Mais TF1, Le Monde n'ont pas accès aux jeunes. Hein. Donc, pour la première fois, et le populisme n'est pas le triomphe du populisme en Europe n'est pas concevable sans Internet. Et nous avons un nouveau média. Donc il y a un nouveau média à un potentiel révolutionnaire. Je m'entends une révolution conservatrice, hein, mais un potentiel révolutionnaire, donc de changement de paradigme considérable. Hein. Donc il y a des signaux très très encourageants qui depuis une quinzaine d'années, je ne parle pas de Trump, du Brexit, des Italiens, des Hongrois, mais en Italie, c'est pas concevable un mouvement comme 5 étoiles sans les réseaux sociaux. Et on parle beaucoup sur les gilets jaunes. Hein. Vous savez, les points de rencontre sur les ronds-points, mais il faut aller au-delà. C'est que le gilet jaune n'est pas concevable sans Internet. Hein. Parce que depuis 5 ans, depuis 10 ans, il s'informe à une autre source que la parole officielle. Hein. Donc ça l'a émancipé de la pensée dominante. Hein. Donc c'était pour une petite parenthèse, hein. Mais c'était un autre signal encourageant pour nous. C'est que par Internet, hein, nous pouvons toucher des gens auxquels on n'avait pas accès. Rappelez-vous, au temps de l'âge d'homme, nos bouquins, c'était les bouquins qu'on éditait avaient un petit public. Hein. Aujourd'hui, on peut avoir un contenu viral. Hein. On ne sait pas pourquoi, pour quelle raison, parce qu'il y a un terme et une vidéo qui est vue par 500 000 personnes. Hein. Et là, pour le coup, elle touche des gens. Donc nous avons un outil formidable à notre... Et peu importe qu'ils le mettent sous contrôle. C'est pas grave. Faut pas qu'on en ait... Il faut qu'on en ait peur, je m'entends. Mais on a mis sous contrôle les gazettes. Hein. On n'arrête pas. On va pas arrêter la protestation populaire hein, qui gonfle hein, avec des lois anti-casseurs ou sur les fake news. Hein. On les contournera, ces lois. Donc, Quand nous étions jeunes, quand le mouvement national, au sens large du terme, ou mouvement
non-conformistes, même au sens large du terme, il se passait quelque chose, avant qu'on le sache, il fallait un moment. Alors, avec un peu de chance, il y avait un petit article dans Le Monde ou dans Le Figaro ou dans l'Aurore qui passait, bon, et on l'apprenait quelques jours après. Bon, il y avait quelques hebdomadaires qui existaient, qui en parlaient ou qui n'en parlaient pas, mais enfin on le savait pas. Quand il fallait pas envoyer une circulaire du siège du mouvement, bon, déjà il fallait se cotiser pour acheter les timbres. Une fois que les timbres étaient achetés, il fallait trouver une photocopieuse qui fonctionne pour pour photocopier le texte, qui était généralement mal tapé et tout ça. Bon, ça c'était une autre époque. Aujourd'hui, on peut toucher des milliers de personnes tous les jours. Je prends par exemple l'exemple des petites conférences que nous organisons régulièrement. Comme vous pouvez le remarquer, grâce à Claude, ces conférences sont enregistrées. Eh bien, il y a des milliers de personnes, tu m'as donné le chiffre tout à l'heure, c'est plusieurs milliers de personnes qui ont par exemple suivi la conférence de Lucien Cerise il y a quelques semaines. Bon, et demain, ça sera la même chose pour la conférence de François Bousquet de ce soir. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a aujourd'hui des moyens de communication qui ne sont plus contrôlable, même si le pouvoir dit qu'il va les contrôler que ci que ça, ce n'est plus contrôlable. Voilà. Aujourd'hui, il y a des formes nouvelles de communication qui nous permettent de toucher beaucoup de monde. Et je pense que si on assiste à un mouvement comme les Gilets jaunes, par exemple, il y a quelques semaines avant que ça démarre, il y a quelqu'un qui est venu me voir, qui est un des responsables des Gilets jaunes, qui est venu me voir et qui m'a expliqué ce qui allait se passer. Et je lui ai dit, écoute, Dieu fasse que tu as raison. Je vais être sincère, je n'y crois pas. Voilà, je crois pas. Je me dis, ça marchera pas votre truc. C'est impossible que ça marche. Ben, je me suis bien trompé. Je suis vachement content de m'être trompé. Hein, alors, on n'est pas forcément d'accord sur tout ce qui se passe, tout ce qui se fait. Bon, ça c'est autre chose. Mais sur le fond, avoir réussi une mobilisation qui dure maintenant depuis 12 semaines. Quand on sait la difficulté qu'on peut avoir pour trouver 3 couleurs d'affiche dans une cantonale partielle, c'est quelque chose de remarquable. Et franchement, je pense qu'il y a quelques années, c'était impossible d'imaginer ça. Et finalement, ça se fait. Alors maintenant, c'est à nous. Nous sommes des éclaireurs de peuple, si l'expression n'est pas trop prétentieuse, de leur donner une autre vision des choses et leur expliquer que au-delà de la révolte fiscale, il y a une révolution identitaire qui est nécessaire. Mais ça, c'est notre rôle de militants et c'est ce qui est important de faire aujourd'hui. Et deuxième chose, pour en revenir à ce que disait François Bousquet à l'instant, on parle, parce que c'est le thème de la réunion d'aujourd'hui, de la nouvelle librairie. Bon, il y a aussi d'autres librairies, que les choses soient claires. Bon, il y a d'autres librairies qui existent tout à fait courageuses à Paris que ce soit Duquesne, que ce soit la librairie française, Notre-Dame de France, enfin, il y en a un certain nombre d'autres aussi, en province aussi. Et sur le net, bien sûr, il y a des diffuseurs sur le net qui font un travail remarquable. Eh bien, tout ce travail, mais évidemment, la force de la nouvelle librairie, c'est de s'être délibérément installé au cœur du dispositif qu'on nous a usurpé. Eh bien, enfin, le quartier qu'on nous a usurpé, en tout cas, eh bien, c'est justement tout à fait symbolique. C'est-à-dire que c'est vraiment là le symbole de la reprise. Et c'est pour ça qu'on ne peut qu'inviter tous nos amis à y aller, évidemment, à acheter des livres. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah, bah, j'achète des livres, mais j'ai pas le temps de les lire. » Oui, mais on a toujours le temps de les offrir à des personnes qui ont peut-être le temps de le lire. Puis, tout à l'heure, tu parlais de ces jeunes gens qui viennent, 4,50 €. Bah oui, c'est rien quand on est riche, mais c'est beaucoup quand on est pauvre. Et eh bien, on peut offrir des livres, on peut les faire diffuser. Un livre, ça sert toujours, ça circule. Parfois on dit « Ah oui, vous avez fait un livre, il s'en est vendu 400, 500, c'est rien. » Oui, bah oui, 400, 500, mais c'est quand même 500 petites bêtes qui circulent et qui rongent le système. Voilà. Alors donc, faites-le et faites-le savoir, surtout autour de vous. Hugues, tu as peut-être quelque chose à dire ? Non, j'ai juste une question. Tout à l'heure, François, tu nous parlais des mèmes, et ça m'a fait penser à l'époque des situationnistes avec Raoul Vaneigem. Tu peux peut-être nous en dire un mot avant de passer la parole à notre public ? Ça peut surprendre. Nous qui avons été formés, à part Patrick, à l'école de l'anticommunisme, hein, et donc des guerres subversives, donc on n'est pas habitué à cette notion de subversion, parce que cette notion de subversion, bah, c'était le propre de l'adversaire. Ça, pendant un siècle et demi, ça a été pensé par les avant-gardes, hein, par Rimbaud en particulier dans ses Lettres du Voyant qui restent géniales à plus d'un siècle de distance, hein, qui ont été illustrées par les surréalistes, hein, et qui ont été appliquées avec brio et magistralement par les situationnistes. Hein. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous devons apprendre à être subversifs. C'est ça la symétrie. Nous devons apprendre aussi, nous désormais, parce que nous sommes minoritaires. Hein.
désormais, nous majoritaires, hein, nous statistiquement majoritaires, nous sommes minoritaires dans les représentations et les croyances collectives. Donc nous sommes dominés. Aujourd'hui, il faut que nous intériorisons, il faut que nous concevions que nous sommes minoritaires dans notre pays, dans notre culture. Hein. Donc l'asymétrie, c'est ce que nous enseignent les situationnistes, hein, c'est détourner les codes. Hein. C'est ça un mème, hein, c'est ça la subversion. C'est-à-dire que si vous voulez battre votre adversaire qui est plus fort que vous ne pouvez pas lui opposer un discours de même nature que le sien. Par contre, vous pouvez vous approprier son discours. Les Américains, ils ont un terme pour ça. Je ne suis pas un spécialiste américain, alors je fais parler de Patrick, mais il est anglophile, angloman, et c'est la culture, et anglophone, le culture jamming. Hein. C'est comme ça qu'on appelle, les gens de Trump appellent ça le culture jamming. Hein. Ils appellent ça même de la guérilla sémiotique. Hein. Et ils ont pourri, c'est pas eux qui ont fait la victoire de Trump, hein. Mais vous savez qu'on a parlé de l'armée des trolls de Trump, hein. C'est-à-dire que des milliers de jeunes ont diffusé sur les réseaux sociaux des contenus viraux qui ont permis de toucher des gens qui ne votaient pas. Alors c'est pas eux qui ont fait l'élection de Trump, ne nous trompons pas, c'est l'Amérique périphérique qui a fait l'élection de Trump, hein. Mais cette élection-là, elle a pu s'appuyer sur ce détournement des codes de la culture, officielle, hein, qui n'est pas la nôtre. Hein. Donc quand je disais qu'il faut que nous soyons inventifs, hein, et les jeunes nous apportent, les gens qui ont ce qu'on appelle les digital natives, ceux qui sont nés avec cette culture-là, ce qui n'est pas notre cas, nous apportent les outils pour pourrir, hein, littéralement pourrir, hein, ou subvertir, si vous préférez un mot plus dans un registre de langue plus châtié, pour subvertir la culture dominante. Hein. Et ça, les situationnistes étaient des maîtres en la matière. Hein. Mais désormais, c'est à nous d'être situationnistes. Hein. Il faut comme on doit développer un modèle de contre-société, nous devons être une avant-garde, et nous sommes une avant-garde, l'avant-garde de la reconquête. Hein. Donc ne nous pensons pas, comme une arrière-garde. Hein. Nous le sommes parce que nous asseyons sur 2 à 3 000 ans d'histoire, donc pour nous les fondations sont solides, hein. Mais comme on doit se projeter dans l'avenir, on doit se penser, et on est la nouvelle avant-garde. Quand vous voyez le nombre d'essayistes aujourd'hui qui à droite qui s'imposent, hein, manifestement ces gens-là représentent une forme de nouveauté. Donc toujours ce discours performatif, hein, portons une parole offensive, hein, et cette parole offensive, c'est la parole entre autres des avant-gardes. C'est Raoul Vaneigem qui disait « Nous sommes dans une société de spectacle, donc faisons de cette société un spectacle. Détournons les choses. »